Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et oui, je suis un père, mais un père qui aime beaucoup écouter les autres pères, en apprendre plus sur les différentes réalités de chacun et entendre leur histoire de père. Aujourd'hui, je rencontre Carl-Antoine Ouellette, éducateur en centre de la petite enfance et père de 2 enfants. Quand, disons, un enfant fait une crise à mon travail, ça vient pas me chercher. C'est pas je suis habitué, c'est juste un bruit de fond pour moi. Quand c'est ton enfant, il y a comme le côté émotionnel en plus de juste le bruit. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour devenir père? Pas vraiment. Comme il n'existe pas non plus de formation précise pour apprendre à devenir père. Mais justement, ça va être intéressant d'entendre notre invité nous raconter son histoire. Lui qui est devenu papa assez jeune, tout en ayant, de par son métier, une certaine expérience avec les enfants. Plein de thèmes intéressants en vue avec Carl-Antoine, père de 2 filles, Charlie, 6 ans, et Alice, 2 ans. Bonjour Carl-Antoine. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir jaser avec nous de paternité. Ça fait plaisir. J'ai mentionné en ouverture que tu es éducateur en CPE, alors bienvenue dans notre CPE à nous. C'est comme un centre de papa à l'écoute ici, Histoire de père. Et c'est sûr qu'on va reparler de ton quotidien au milieu des enfants, de par ton métier, mais on va commencer par l'autre métier, là. Celui qui n'est pas payant, mais ô combien valorisant, celui de papa. D'abord, tu as 2 enfants, ta conjointe avait 23 ans et toi, tu avais 24 ans lorsque vous avez appris que vous attendiez un enfant. Oui. C'est quand même assez jeune. Te rappelles-tu comment tu as réagi quand tu as appris la nouvelle? C'était pas prévu, donc c'est sûr que quand c'est pas prévu, ça vient comme une surprise. J'ai en ce moment beaucoup d'amis qui deviennent papa et que c'est quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps, donc ils travaillent. Et puis là, quand ils l'ont finalement, c'est comme une espèce de soulagement ou des grandes émotions. Moi, ça a plus commencé avec de l'inquiétude parce que comme j'étais jeune de 1, mais de 2, comme c'était pas prévu, il n'y avait pas de plan de préparer. Là. Il y avait pas, on savait pas où on s'en allait avec ça. Donc, je pense que face à l'inconnu, il y a un peu de l'incertitude, de peur, de stress. Donc, il y avait un peu tout ce mélange d'émotions-là. Quand j'ai appris la nouvelle, mais rapidement, là, c'était OK, ben on s'embarque, puis on y va, on fonce à 100%, puis on fait des plans pour le futur. Même si c'était pas à ce moment-là le meilleur moment. Exactement. Toi, tu voulais des enfants? Oui, moi, j'ai toujours su que je voulais des enfants, même que souvent, je m'étais dit, adolescent, j'avais une grande peur de ne pas être capable d'avoir des enfants. Donc, quand c'est arrivé, je me suis pas vraiment posé de questions. C'était, OK, mais finalement, je vais avoir des enfants. Puis même si c'est pas le meilleur moment dans ma vie, même si je suis pas prêt à 100%, je m'embarque dans l'aventure puis je vais donner mon 100%, c'est sûr. Dans ce temps-là, justement, quand tu as appris la nouvelle, c'était quoi ton regard? Comment tu pensais être comme père éventuellement, là, quand la décision a été prise? Tu te voyais comment? C'est difficile à dire parce que comme j'avais pas le temps de me préparer, je savais pas où je m'en allais avec ça. Quand j'étais jeune, j'avais la vision que j'allais avoir, comme j'ai un frère plus vieux, c'est comme si j'allais apprendre de lui avant d'être père. Donc, au début, je me voyais plus comme j'allais avoir le rôle de l'oncle, me pratiquer avec les enfants de mon frère, puis après ça, devenir père. Mais là, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, j'avais de la difficulté un peu à me voir où j'étais comme père, ou où j'allais être comme père. La seule référence que j'avais, c'était mon métier. Donc, j'avais un petit peu une idée de comment j'étais comme éducateur, mais des fois, c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est dur de faire le transfert d'éducateur vers parent. Et surtout, en tant que jeune adulte, là, t'as pas eu ton rodage de mon oncle, finalement. Non, exactement. T'as été père tout de suite. T'es devenu père, si je comprends bien, à 25 ans. Oui. Tu sais, dans l'ancien temps, 25 ans, c'était presque vieux, hein, nos parents, là, et tout ça, ils faisaient plein de choses. Mais de nos jours, on a l'impression que c'est comme juste le commencement de la vie adulte. Fait que toi et ta conjointe, il fallait apprivoiser ça en même temps. Est-ce que tu te sentais prêt à avoir un paquet de responsabilités de plus? Non, vraiment pas. J'avais la difficulté déjà à gérer les responsabilités de jeune adulte. J'avais 25 ans, donc quand j'étais père, ça fait juste 2 ans que j'étais parti de chez mes parents. Donc, j'étais encore à apprendre comment être un adulte responsable, de prendre ses responsabilités, de gérer un appartement, de gérer une épicerie. Puis là, en plus de ça, ben, on me rajoutait la responsabilité d'être papa. Chose pour laquelle, comme je disais, je pense pas que j'étais prêt, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'apprend, puis je l'ai appris en devenant papa, là.
C'est quelque chose, quand tes premiers meubles que tu achètes, c'est une table à langer, quasiment, exactement. Avant d'acheter tes propres meubles neufs. Mais toutes ces craintes-là, avec le recul, maintenant, est-ce qu'il y a quand même des avantages qui sont ressortis de ça, de les avoir eus plus jeunes, tes enfants? Oui, bien c'est sûr qu'au niveau de l'énergie, je dirais... quand tu as 25 ans, c'est sûr que tu as plus d'énergie que, donc je pense aux gens qui les ont plus tard, plus proche de la quarantaine. C'est sûr que des jeunes enfants en bas, des jeunes enfants tout court, là, ça demande beaucoup d'énergie. Tu sais, juste jouer avec eux, se mettre à quatre pattes, rouler par terre. C'est sûr que quand tu as mal au dos, c'est plus difficile. Donc, à 25 ans, je pense que ma santé était assez bonne énergie. Donc ça, c'est sûr que ça m'a permis d'être plus physiquement présent, disons, avec mes enfants. Oui. Mais de toute façon, on découvre le métier de père de toute façon, peu importe l'âge qu'on a. Exactement. Dans votre cas, ça venait juste avec d'autres défis, mais tu ne regrettes pas les avoir eus si jeunes, finalement. Non, vraiment pas. Puis un jour, quand ils vont être plus vieux, vous allez être encore très jeunes aussi. Oui, exactement. Fait que souvent, j'y pense, là, à l'adolescence, c'est une période qui me fait peur un petit peu, là, parce que c'est sûr que c'est une période difficile, les adolescents, mais en plus, c'est comme si c'est un peu différent, parce que quand mes enfants sont jeunes, c'est des choses que je connais un peu déjà. Comme disons, en ce moment, ma fille qui a 2 ans, on parle beaucoup du Terrible 2. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié au cégep, que j'ai travaillé ensuite avec des enfants de 2 ans. J'ai eu l'occasion de me pratiquer. Donc, moi, un enfant qui fait une crise de bacon, ben ça me fait pas peur, j'en ai vu d'autres. Mais une adolescente qui fait une crise d'adolescente, j'ai aucune idée comment gérer ça. Fait que c'est comme si, plus jeune, j'ai beaucoup d'expérience, ça me fait moins peur, mais là, quand ils vont être adolescentes, je suis vraiment dans l'inconnu. Là. Ça t'a rassuré un peu d'avoir cette formation-là. Oui, exactement. Justement, c'est ce qui fait partie de l'originalité, je trouve, de ton histoire à toi. Tu l'as mentionné, tu es éducateur dans un centre de la petite enfance. Et comme c'est ton métier, tu as pu observer aussi d'autres pères avant de devenir père, toi. Est-ce que tu penses que ça a teinté un peu ta paternité? Est-ce que... Définitivement. Il y a des modèles parentaux que je voyais, que je savais que je ne voulais pas recréer. Tu y penses quand t'es parent. T'sais, des fois, tu arrives face à une situation avec ton enfant, puis là, tu as un souvenir d'un parent qui t'a raconté une histoire ou de comment un parent réagit, puis tu te dis, j'ai toujours dit que je voulais pas faire ça, donc je vais pas dans cette direction-là, je vais dans une autre direction. Surtout dans, je dirais, les parents qui ont de la difficulté à dire non. Je me rappelle d'un parent, entre autres, qui était arrivé un matin, puis il nous avait dit « l'enfant est vraiment fatigué, puis moi aussi, c'était une nuit difficile parce qu'il a décidé à 2 h du matin qu'il voulait aller faire les tours d'ascenseur. Donc, on s'est levés ensemble, puis on allait prendre l'ascenseur, puis on montait, puis on descendait. Puis je me suis dit, moi, je peux pas, jamais, comme, j'ai besoin de dormir, je ne peux pas accepter ça. Donc, quand mes enfants se réveillent la nuit, puis ils ont des demandes, on dirait que j'ai toujours ce souvenir-là qui me revient en tête de OK, il faut mettre une limite. Je m'étais dit ça. Oui, exactement. Fait qu'il y a des choses qui sont restées quand même de cette période. Exactement. Puis à l'inverse, j'imagine qu'il y a des choses qui ont changé. Là. Étant un peu plus vieux, je sais qu'il y a des phrases qu'on disait « moi, jamais je vais dire ça comme mes parents », puis finalement, ça sort à un moment donné naturellement. Exactement. Mais dans les choses, tu sais, je pense qu'on réalise pas quand on est jeune, c'est quoi être parent. Donc, souvent, en tant qu'éducateur, j'avais comme un peu la fausse impression que quand j'allais être père, ça allait être plus facile ou que j'allais plus connaître ça, puis que j'allais faire moins d'erreurs. J'avais comme une prétention. Puis quand je suis arrivé parent, c'est pas des parents mal intentionnés ou c'est pas parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, c'est juste parce que c'est très difficile. Puis c'est sûr qu'on va faire des erreurs, peu importe. Que tu sois éducateur, que tu sois professionnel de l'éducation, que tu aies un doctorat en éducation, peu importe, tu vas faire des erreurs parce que être parent, c'est difficile. Oui, mais ça, je pense qu'on le découvre tous en étant parent à un moment donné, parce qu'on a les meilleurs parents sont ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein? Ils savent tout quoi faire. Puis on était pareil dans certains cas. Dans ton cas, par exemple, vu que tu travailles dans ce métier-là, puis tu as eu cette chance-là de voir le catalogue de réactions parentales et d'enfants. Mais j'imagine que quand c'est les tiens, c'est différent aussi. Oui, c'est très différent parce que nos enfants, on a une plus grande responsabilité envers nos enfants. C'est sûr que quand on travaille avec des enfants, on a la responsabilité de ces enfants-là, mais à la fin de la journée, ça revient aux parents. C'est pas l'éducateur qui va faire tous les choix, puis c'est pas à lui de les faire non plus. On est juste là pour accompagner les parents, aider les enfants du mieux qu'on peut, mais au bout du compte, c'est pas notre décision. Quand c'est nos enfants à nous, par contre, c'est ta responsabilité. Donc, c'est toi qui dois prendre les décisions, c'est toi qui dois assumer ce qui se passe, et à la fin de la journée, peu importe, c'est les parents qu'on regarde quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a ça qui est très difficile, mais il y a aussi
l'affection ou le sentiment de nos enfants, c'est pas le même qu'avec les enfants des autres. Donc, même si on adore travailler avec les enfants, même si on tient beaucoup à eux, c'est pas la même chose, c'est pas ton enfant. Donc, quand c'est ton enfant, ça vient beaucoup plus te chercher. Oui. Quand, disons, un enfant fait une crise à mon travail, ça vient pas me chercher. C'est pas je suis habitué, c'est juste un bruit de fond pour moi. Quand c'est ton enfant, il y a comme le côté émotionnel en plus de juste le bruit. Donc, même si tu te bouches les oreilles, même si tu entends le bruit, il y a quelque chose en dedans de ton cœur, on dirait, qui vient te chercher, qui vient te serrer. On dirait que les enfants le ressentent quand c'est leurs parents. Ils ont comme cette facilité-là d'aller piquer où ça fait réagir le parent. Puis ils savent quelle corde tirer, on dirait, pour nous faire réagir. Là. Ça, c'est extraordinaire. Oui, ça, c'est une des grandes vérités, effectivement. Ouais. Ils savent très bien sur quel bouton peser. Exactement. Mais ce que tu dis, sans travailler dans un service de garde, je comprends ce que tu veux dire parce que des fois, quand il y a des enfants bruyants quelque part, les parents viennent toujours s'excuser. Par exemple, excusez-moi, puis je fais non, on dirait que ça me dérange pas. Non. Quand c'est les miens, ça me dérange au plus haut point parce que je sais pas pourquoi il y a quelque chose. Ça vient nous chercher. Ouais, on veut pas déranger autour, mais quand c'est ça des autres, on peut accepter. Fait que je comprends cette différence-là. Et en plus, ta conjointe est aussi éducatrice dans un centre de la petite enfance. C'est quand même particulier. Vous êtes tous les deux. Parlez-vous toujours de sujets d'enfants en vacances? Ça arrive souvent. Je dirais, souvent, je parle à mes amis, puis ils me disent, quand ils ont une discussion avec leur conjoint, leur conjointe, c'est plus difficile de parler de leur travail parce que ils connaissent pas le travail de l'autre. Donc, si, disons, j'ai un ami qui travaille dans la construction, ben lui, il parle de ses projets à sa conjointe, mais elle n'a aucune idée de quoi il parle. Là. Tandis que moi, tous les problèmes qu'elle me dit, non seulement je les comprends, mais je peux aussi apporter des solutions. Ouais. Donc, ça arrive souvent qu'on va parler de nos problématiques, puis après ça, on va se lancer des idées ou de juste parler d'où ça provient ou juste de dire « je comprends pour vrai ce que tu ressens parce que moi aussi, je l'ai vécu ». Donc, ça arrive souvent qu'on parle de ça. Ouais. Comme vous faites le même métier, mais à la maison, vous devez être chacun des parents avec des personnalités différentes. Ouais. Des fois, est-ce que, je sais pas, le métier se mélange avec le rôle parental? Beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples où je pense que c'est plus facile qu'on fait le même métier parce qu'on se comprend. Donc, je donne souvent l'exemple à mes collègues éducatrices qui, elles, doivent composer avec un conjoint non éducateur. Là. Mais, exemple, les jouets, je pense qu'on a la même vision de quels jouets devraient avoir nos enfants. Puis, les livres aussi, l'importance des livres, on a tellement de livres à la maison, c'est incroyable. Donc, je pense que si j'étais avec quelqu'un qui n'était pas éducatrice, je vois facilement qu'elle pourrait me reprocher la quantité énorme de livres que j'ai chez moi. Mais comme elle fait le même métier, elle comprend l'importance des livres, elle comprend pourquoi j'en veux autant, puis pourquoi je m'intéresse à ça. Donc ça, c'est définitivement plus facile. Mais il y a d'autres choses qui, je pense, comme tous les couples, là, ça devient difficile, même si on fait le même métier, même si on parle d'éducation. Il y a quelque chose aussi que dans les valeurs, on n'a pas nécessairement exactement les mêmes valeurs. Oui, normal. Oui, c'est ça. Puis c'est là que, ben, c'est sûr, il faut négocier puis trouver des solutions, puis comme tous les autres couples, j'ai l'impression. Là. Sans indiscrétion, ce serait dans quel domaine? Serais-tu pour les jeux, les sports, les repas? Je dirais la première chose qui me vient en tête, c'est notre style, notre façon d'intervenir avec les enfants. Donc, disons, moi, je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans laisser les enfants faire, beaucoup plus libre dans mon approche. Elle est plus encadrante, donc dans sa façon de laisser les enfants faire, elle va plus leur dire comment faire les choses, tandis que moi, je vais plus les laisser essayer par eux-mêmes puis faire des erreurs. Dans ce style-là, il y a des différences, mais aussi, disons, comme la nourriture, c'est pas quelque chose qu'on gère, nous, à notre travail, parce que la nourriture, c'est géré par un cuisinier. Okay. Puis, disons, comme par exemple, au travail, ce qu'on va toujours faire, c'est dire aux enfants, t'es pas obligé de manger si t'as pas faim, fais juste essayer de goûter, puis tout ça. À la maison, on paye pour la nourriture, on a préparé la nourriture, on a travaillé fort, puis on sait que si t'as pas mangé le matin, le midi, le soir, ben là, il n'y a plus rien, tu sais. Tandis qu'en CPE, on se dit, ben tu sais, si t'as pas aimé le dîner, peu importe, à la maison, tu vas manger. Donc, il y a des petites choses comme ça qui créent des différends ou des petits conflits. Là. Mais comme tu dis, je pense que ça existe dans tous les couples, de parents en général. Puis là, je veux pas entrer dans les stéréotypes, mais ne serait-ce que la tolérance au risque ou peut-être l'encadrement. Des fois, peut-être que, en tout cas, ce que j'ai connu, les pères autour de moi étaient
peut-être parfois plus lousse. Oui, je me reconnais beaucoup dans ça. Être plus lousse, mais aussi la tolérance au risque. C'est quelque chose qu'on parle aussi quand on parle justement de notre journée et de comment ça se passe dans nos CPE. Ouais. Je vais donner des exemples, là, comme, disons, moi, je suis avec les plus vieux, là, les 4-5 ans. Une chose que j'apprends aux enfants, c'est comment utiliser un couteau pour beurrer une toast. Ça, c'est quelque chose qui fait souvent réagir les parents ou aussi ma conjointe, là, ce principe-là d'utiliser un couteau qui, techniquement, peut être dangereux. Mais si on l'utilise comme il faut, un couteau à beurre, je veux dire, il n'y a personne qui va se couper un doigt, là. Donc, des choses comme ça. Aussi, disons, au parc, c'est sûr que moi, ça va pas me déranger un enfant qui grimpe plus haut, puis je me dis, si c'est rendu là, c'est parce qu'il est capable. Puis s'il a peur, ben, c'est peut-être parce qu'il n'a pas confiance en ses moyens, puis c'est là que je ne vais pas le forcer à aller plus haut. Oui, mais s'il tombe... Mais s'il tombe, on va mettre de la glace, puis ça va être ça. On va gérer le problème. Ça m'amène à autre chose, justement. Mais, là, dis-moi si je me trompe, Carl-Antoine, mais on dirait que l'environnement en service de garde, ça me semble quand même statistiquement quand même assez féminin. Oui, très féminin. Ça change là, avec les années. D'abord, toi, comment tu as décidé d'où ça vient de vouloir être éducateur en CPE? Ben, ça date... En fait, j'ai toujours su que je le travaillais avec les gens. Depuis, je dirais, 10-12 ans, là, je sais que moi, travailler dans un bureau, parler à personne, ça ne m'intéresse pas. J'avais besoin de travailler avec des gens. Au secondaire, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait du bénévolat, en fait, avec des enfants. Puis c'est là que j'ai un peu eu la piqûre de... OK, c'est le fun de travailler avec des enfants, il y a une spontanéité incroyable. Il y a des choses qui se passent que tu verrais jamais avec des adultes, tu sais. Ils ont tellement pas ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas cette façon de penser qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ou comment les autres vont réagir. Ils sont dans l'instant présent. Ça. Exactement. Puis il y a quelque chose qui me rend tellement vivant, j'ai l'impression d'être toujours dans l'instant présent avec eux. Donc, je savais que je voulais travailler avec les enfants. Puis après ça, quand je suis arrivé au cégep, c'est un peu par hasard que je suis arrivé en éducation à l'enfance. Au début, je voulais aller en éducation spécialisée. Puis finalement, j'ai pas été accepté. Donc, ils m'ont dit « Ah, mais fais éducation à l'enfance. Après ça, on va voir si tu vas transférer, si tu veux transférer. » Puis finalement, non, j'ai adoré ça. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Là. Je me rappelle, à la fin de mon dernier stage, la personne qui me supervisait pendant mon stage, c'était une enseignante du cégep. Puis à ma dernière rencontre, elle me dit « Tu vas voir, en CPE, on demande toujours d'avoir plus d'hommes. Tout le monde veut engager des hommes. Tout le monde dit qu'il faudrait avoir plus d'hommes en CPE. Mais après, quand les hommes arrivent en CPE, on essaie qu'ils deviennent des éducatrices. » Puis au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Puis à force de travailler, j'ai compris que beaucoup d'hommes, quand ils arrivent en CPE, ils essaient justement de trouver des modèles. Puis les modèles qui sont présents, c'est des éducatrices. Donc, ils se mettent à travailler beaucoup comme les éducatrices. Puis après, ils n'ont pas nécessairement ce qui fait... la raison pour laquelle on veut des hommes en CPE. C'est-à-dire que si on veut des hommes en CPE, c'est parce qu'ils sont différents des femmes en CPE. Oui. Puis si après ça, tu deviens comme toutes les autres éducatrices, mais tu n'es pas en train d'être un modèle masculin différent des éducatrices, tu es juste en train d'être une éducatrice comme les autres. C'est bien qu'il y a des gens qui le voient, parce qu'effectivement, c'est une richesse d'avoir tout ça. Là. Ouais, différentes personnalités, puis différents styles, y compris pour la direction. Ça doit leur faire plaisir d'avoir ça. Ouais. Et quand tu es arrivé, est-ce que tu as senti, là on parle plus de la formation, de l'arrivée avec tes autres collègues de travail, mais est-ce que tu as senti de la part des parents parfois un regard différent? Ah, c'est un gars? Oh, oui, beaucoup. Surtout ma première année, quand j'ai terminé mon stage, mon dernier stage était en pouponnière. Donc, les tout petits. Les tout petits. On parle de 6 mois à 18 mois. C'est vraiment tout petit. Et ensuite, j'ai été engagé au même milieu. J'ai fait mon stage à la pouponnière encore, mais là, c'était comme une nouvelle batch de parents. Et je n'étais pas stagiaire, j'étais l'éducateur de la pouponnière. Donc, j'arrive à 22 ans. J'ai aucune expérience en CPE à part mes 2 stages. Je suis un homme en pouponnière. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui se demandaient ce que je faisais là, beaucoup d'inquiétudes. Heureusement, j'ai toujours eu des directions qui me supportaient là-dedans. Donc, je sais qu'il y a des parents qui sont allés poser des questions, sont même allés se plaindre parce qu'ils ne voulaient pas qu'un homme soit avec leur enfant. Mais j'ai toujours eu des directrices qui tenaient leur bout, disaient non, ça c'est l'éducateur, c'est un homme, puis c'est comme toutes les autres éducatrices, il va changer des couches, puis vous n'avez rien à dire. Si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Fait que je pense que d'avoir une directrice qui est aussi sûre, c'est rassurant. Parce que c'est rassurant pour moi, parce que je sais qu'il n'y a aucun parent qui va pouvoir dire quoi que ce soit, mais c'est aussi rassurant pour le parent de voir que la directrice assume que c'est un éducateur, puis de dire non, il est compétent comme
toutes les autres éducatrices. Ouais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Donc, de par ton métier, tu avais déjà le tour quand même avec les enfants, ou tu as appris avec tout ça. Et tu aimes ça, ton rôle de père? J'adore ça. Ouais. J'ai toujours voulu être père, puis on dirait que je savais pas pourquoi je voulais être père, mais depuis que je suis père, maintenant, je sais pourquoi je voulais être père. Ouais. On dirait que c'est juste naturel, que c'était la chose à faire. À quel moment tu te sens plus sur ton X de père? Là? Y a-t-il quelque chose que tu aimes particulièrement ou qui te rend fier de toi? Si le jeune Carl-Antoine de 24 ans te regardait, là? Je pense que c'est beaucoup dans les apprentissages de mes filles. J'ai comme, dans ma tête, beaucoup le 0-5 ans de c'est quoi les apprentissages de par mon métier, c'est quoi les moments importants, tu sais. Comme, mettons, le premier que tout le monde se rappelle, c'est la première fois que ton enfant marche. C'est un moment fort pour tous les parents de dire, OK, maintenant, il est capable de marcher. Mais moi, j'ai un peu ça, un petit peu moins fort pour plein d'étapes dans la vie, par les sphères de développement et tout ça. Donc, de voir ces étapes de développement-là arriver, on dirait que ça me rend toujours fier. C'est comme, OK, une autre étape de franchie, une autre étape de franchie. Puis on dirait que, vu que les marches, je les vois beaucoup, on dirait qu'après ça, j'ai l'impression qu'ils vont se rendre dans l'infini. Tu sais. Ouais. Fait que ça me rend toujours très fier. Mais tu les savoures chacune. Oui, exactement. Puis là, il y a le conjoint, il y a le métier, il y a le père. Il reste-tu de la place pour Carl-Antoine le gars là-dedans, tout de suite? Oui. C'est pas... je pense qu'il y a des gens plus occupés que moi, honnêtement. C'est sûr que ça prend beaucoup de place d'avoir des enfants, le travail, tout ça, mais je suis content de savoir, avec ma conjointe, qu'on sait que c'est pas juste ça, c'est pas juste la famille, c'est pas juste le travail, il y a aussi une vie personnelle aussi avec les enfants, donc je peux imaginer beaucoup d'éducatrices qui sont à 100% dans leur famille, parce que pour eux, c'est le plus important, les enfants, puis ils donnent à 100%. Mais moi, je me garde quand même un bon 15% là, pour moi puis mes amis. Puis, un petit bout de nous qui n'a pas de responsabilité. Là. Exactement, des fois, décroché à 100%. Quand c'est permis. On va arriver à la section conseils. D'abord, est-ce qu'on t'a déjà donné un conseil qui a été vraiment utile avant que tu deviennes père et que tu appliques encore? Puis est-ce que tu as reçu d'autres conseils qui n'ont pas été utiles? Bien, j'ai reçu un reproche qui, pour moi, est devenu un conseil que je garde précieusement. Okay. C'était une directrice qui me reprochait, dans mon travail, d'être un peu trop comme l'oncle qui arrive à Noël. Donc, qui est comme le côté plus joueur avec les enfants, moins de responsabilité. Tu sais, l'oncle qui arrive à Noël, qui excite les enfants, puis après ça, il s'en va, puis il n'y a pas besoin de gérer les enfants qui sont super excités. Celui que tu pensais être avant d'être père, là. Oui, celui-là, oui. Okay. On t'a reproché ça. On m'a reproché d'être trop comme ça. Puis à ce moment-là, je me suis dit, non, au contraire, ça ne devrait pas être un reproche, ça devrait être quelque chose qui devrait être encouragé. Surtout dans le métier, de ne pas trop se prendre au sérieux, d'avoir du plaisir avec les enfants, d'être là juste pour jouer. Parce que c'est ça, un enfant, dans le fond, c'est jouer. J'essaie de l'appliquer beaucoup en tant que parent parce que je pense que quand c'est nos enfants, on dirait que naturellement, ce côté oncle-là, il disparaît, mais il prend le bord un peu. Parce que, justement, on parlait des responsabilités. On sait que si un enfant il se couche trop tard, ben, le lendemain, ça va être difficile. Donc, j'essaie de le garder un peu. Il y a des moments où c'est important de jouer, c'est important d'avoir du plaisir, c'est important de décrocher. Donc, j'essaie, c'est pas toujours facile, là, mais j'essaie de garder ça présent en moi. Puis tout ça partait presque d'un reproche. C'est bien de... Oui, c'est un reproche, mais pour moi, je me dis non, c'est tellement important. Tu ne veux pas l'éliminer, ce côté-là, au complet. C'est intéressant. Puis toi, est-ce que tu aurais un conseil... Je sais qu'on n'aime pas donner des conseils tant que ça. On a l'impression qu'ils ne seront pas écoutés, mais quelque chose qui peut être utile, peut-être, ou qui pourrait être utile pour les jeunes pères. Le plus important, c'est pas d'être à 100%. C'est pas d'être un père parfait, parce qu'il n'y a personne qui peut être parfait. Le plus important, c'est juste d'être présent et de faire ton possible. Je me rappelle, mon père disait toujours j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Et pour moi, ça représente c'est quoi l'important d'être un père. C'est de prendre tes acquis, de prendre où tu es rendu dans la vie, de prendre tout ce que tu as et de donner ton 100% pour tes enfants. Oui, vraiment. C'est un très bon conseil. Malgré les difficultés, c'est ça. Malgré tout. Bien, mon cher Carl-Antoine, ça a été super intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire de père et ton histoire de père par intérim durant le jour avec le CPA. C'était très gentil. Merci à toi. Et bonjour à ta conjointe, à Charlie et à Alice, puis à tous les petits mousses qui composent ton autre famille durant le jour.
Histoire de père est un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de père.